Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Comme on débute une nouvelle nuit, on va introduire du coup la mécanique de la fin. À chaque nouvelle nuit, quand le vampire reprend ses esprits, il fait un jet d'exaltation, il lance un dé 10. De 1 à 5, sa soif augmente. De 6 à 10, elle ne bouge pas. Là, vous êtes tous à 1 en soif. On considère que vous aviez pu en plus consommer un petit peu de sang à la cour de Modius. Vous n'avez pas utilisé vos pouvoirs, etc. la nuit précédente. Donc, vous êtes toujours à 1, mais vous avez tous lancé un dé pour savoir si votre faim augmente à votre réveil. Ida et Harold, quand ils reprennent connaissance, ils sentent la faim en eux qui est comme une présence, toujours marquée mais discrète. Ils sentent qu'ils ont besoin de sang, ils sentent qu'ils ont besoin de se nourrir, mais il est diffus et c'est quelque chose qu'ils peuvent facilement sortir de leur esprit s'ils se concentrent sur quelque chose. Benjamin et Toshizo, eux, ont raté leur jet de faim et ils passent donc à 2 en faim au lieu de 1. Ça fait que déjà, les sensations sont un peu plus fortes. 2 en soif, c'est pas encore quelque chose d'insurmontable, mais à votre réveil, vous sentez déjà que le sang vous manque, que vous avez envie de vous nourrir. Et si pour le moment ça vous pose pas de problème, si vous passiez à 3 ou pire à 4 en soif, là on serait dans une situation où ça peut avoir des conséquences un peu plus graves. Une des conséquences de la soif, c'est aussi lorsque vous lancez des dés, une partie des dés que vous devez lancer pour réussir votre action sont transformés en dés de soif, sachant que les dés de soif, ils peuvent provoquer des effets négatifs. Donc plus on a de dés de soif, plus on a de chances de faire des effets négatifs quand on fait des actions, peu importe l'action. J'ai une question du coup. Ces effets négatifs se rajoutent à la victoire ou l'échec ou ça réduit... Oui, ça s'ajoute. Ça s'ajoute. Par exemple, si tu fais un échec bestial, c'est-à-dire que tu as raté une action, mais en plus, un dé de soif fait 1, ta bête va avoir une influence sur ton comportement et tu vas prendre ce qu'on appelle une compulsion, ou alors ta soif va encore augmenter, par exemple. Mais si tu fais une réussite critique et un des 10 se trouve être un dé de soif, là tu vas faire une réussite bestiale et cette fois tu réussis ton action mais elle cause des mauvaises conséquences parce que tu as réussi mais tu as réussi d'une manière inhumaine, une manière qui peut être choquante, qui peut être un problème pour la mascarade. En tout cas, c'est quelque chose qui va t'ajouter une complication du fait de ta bête qui a pris le dessus sur toi quand tu as fait cette action. Très bien. On va commencer par Toshizo. Les yeux de Toshizo s'ouvrent sur le visage intimidant d'un Oni, un démon dont il a lui-même tracé les traits pour l'accrocher au-dessus du futon dans l'espace assez réduit qui lui sert de refuge. La petite pièce est aménagée dans le sous-sol de son atelier de tatouage, cachée derrière une fausse cloison. Il en a tapissé les murs et le plafond de ses productions, ses croquis, des photos de tatouage. On dirait presque une sorte d'hôtel dressé à son art et aux œuvres dont il est le plus fier. C'est un besoin vital pour lui. Le fléau que lui a infligé le sang du clan Tsimitse l'a rendu particulièrement dépendant et il ne peut traverser sa torpeur diurne sans s'envelopper dans le produit de son art. Et quelques fois où cela a pu lui arriver, il avait repris connaissance à la tombée de la nuit dans un état lamentable, l'esprit embrumé et torturé comme s'il avait subi la pire des cuites. Que fait Toshizo au lever? Est-ce qu'il a un rituel particulier? Disons que c'est un créneau a priori sur lequel il travaille encore un peu s'il peut, vu que c'est le terme horaire le plus cohérent pour lui. Je pense que pour assurer quand même les revenus du salon, il a engagé quelqu'un qui continue à travailler, mais la journée. Et donc c'est aussi une occasion d'éventuellement mettre un coup de dent dans quelqu'un qui passe et qui s'y attend pas forcément. Donc il continue aussi de travailler pour ça. Donc là ça dépend s'il avait un rendez-vous ou pas pour ce jour précis.
Il a des rendez-vous de toute façon qui sont planifiés pour un peu tous les soirs. Il en prend toujours au moins, je pense, un ou deux en début de soirée. Il se laisse de la marge s'il veut rajouter quelque chose, mais en tout cas, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'est pas vraiment dépendant de ce revenu-là et qui peut se permettre, notamment grâce à la petite commission qui touche par l'associé qu'il s'est pris et qui lui loue en quelque sorte le salon pour la journée. Ça lui permet quand même de maintenir un peu ses ressources. Donc effectivement, il a probablement déjà un client. Oui, puis je suppose que je fais aussi un peu l'entraînement ou de la formation avec l'employé en question pour maintenir un peu le standing local et m'assurer qu'il fait du travail de qualité. Probablement, oui. Du coup, Toshizo quitte la cave pour monter à l'étage et après être passé par la partie privée du bâtiment, rejoint le salon de tatouage. Son associé est là justement, qui est en train de ranger ses affaires. Il s'appelle Miguel, c'est un tattoo artiste d'origine portoricaine. Il salue Toshiro d'un sourire et lui pointe du doigt la personne qui l'attend sur une des chaises près de l'entrée. Ton client est déjà là, moi je vais y aller. Tu veux que je te rapporte un truc à manger? Non, ça ira, merci. J'ai ce qu'il faut. Qui est le client? Quel tatouage a prévu de faire Toshizo sur ce monsieur? Ça va être un gars de la rue, Est-ce que c'est un membre du gang du coup? ouais, je pense, qui monte un peu en grade, enfin, du moins qui a un peu d'expérience et qui commence à ornementer ses bras de façon à refléter un peu tout ça. Donc là, par contre, c'est plus un Américain, enfin, je vais pas pure souche entre guillemets, si on peut le dire avec les Américains, mais du moins pas particulièrement un Asiatique, plus un mec de Gary, d'origine continentale, on va dire, qui a rejoint les rangs des Yamaguchi, mais qui du coup se laisse un peu aller au coutume locales malgré tout, d'où sa présence dans le salon actuellement. Est-ce que Toshizo veut essayer de se nourrir sur lui au cours du coup de la séance? Ça semblerait stratégique. Toshizo étant reine de la nuit, c'est ça? Ouais, c'est Sin Queen. Mais disons que ça sonne bizarre, Reine de la Nuit, hein, soyons honnêtes. Ouais. C'est pas forcément l'image que ça me... En tout cas, le principe, c'est que Toshizo, pour obtenir son sang, il manipule un peu les gens de son gang pour les convaincre de se laisser faire, en quelque sorte. Ça peut peut-être faire partie de la manière dont il introduit sa pratique de tatoueur. Peut-être que ça fait partie d'une des étapes qui glisse comme ça et il laisse un peu la personne dans le doute. Ça peut être aussi une forme de chantage avec la personne lui expliquer que il va parler pour lui au chef, etc. Que s'il fait ce qu'il lui demande, il y aura pas de souci, il poussera pour lui auprès de la hiérarchie, etc. Ça peut être différentes manières, en tout cas. Non, je aurais plutôt l'approche discrète que l'approche frontale du si tu fais ça pour moi, je te renverrai à l'ascenseur, quoi. Après, il me semble que Toshizo possède brouillage mémoriel, Tout à fait. donc c'est quelque chose qui peut envisager se nourrir, puis après effacer la mémoire de la personne pour qu'elle ne se rappelle pas justement de ce moment. C'est effectivement plutôt l'idée que j'avais. Ouais. Il y a aussi des inconvénients à se nourrir sur des membres de gang et assimilés, mais il y a un risque d'absorption de drogue et de maladies vénériennes non nul. Tu vas me faire un jet de chasse du coup. Comme c'est une chasse de reine de la nuit, c'est manipulation plus expérience de la rue, ce qui te fait 7D, qui est plutôt bien. Oh mon dieu, j'ai fait des jets au-dessus de 1. 3 succès, il me semble que t'as de la renommée. Hein. Oui, j'ai un de renommé. La renommée, elle baisse ta difficulté de 1, et du coup ça passe, parce que j'allais dire, là, ce serait plutôt difficulté 4. Du coup, avec ta renommée, ça passe, tu as 3 succès. Vas-y, décris comment ça se passe un petit peu, comment s'y prend Toshizo. Bah, je suppose que je commence à m'installer, à faire un peu la conversation et à commencer à rediscuter un peu, à reparler du motif avant de me mettre à l'œuvre et un moment où il est un peu détendu. Alors pour le motif, lui il insiste pour que ça soit un dragon, hein, parce que il a une vision assez caricaturale de ce que sont les motifs japonais. C'est un peu un des motifs un peu populaires dans le coin, c'est le motif traditionnel américain avec le serpent qui sort du crâne. Sauf que tu mets un dragon japonais à la place du serpent et les mecs ils sont fous. Donc on partait sur un truc du genre. Bah, pendant que lui il est concentré sur l'opération, le tatouage et tout ça, arriver un peu derrière lui et foutre un coup de dent, quoi. Tu le mets à l'aise, comme tu fais partie du gang, que t'es plutôt renommé, etc. Il te fait confiance.
Il t'écoute, il fait ce que tu lui demandes. Quand tu lui dis de tendre la main, il t'écoute. T'as aucun problème à planter tes crocs dans sa chair. Tu prends 1 point de soif, donc tu redescends à 1 en soif. Pas de résonance par contre, c'est-à-dire que quand tu te nourris sur lui, son sang est d'Ago exquis pour toi. C'est toujours un plaisir particulier pour un descendant de se nourrir sur un être vivant et plus particulièrement sur un être humain. Mais il y a ce qu'on appelle la résonance. La résonance, c'est si la personne est sous le coup d'émotions vives, ça apporte une certaine saveur au plat en quelque sorte. C'est une manière d'assaisonner la nourriture en quelque sorte. Quelqu'un qui est effrayé n'aura pas le même goût que quelqu'un qui est complètement relaxé ou quelqu'un qui est follement amoureux. Ouais, c'est le principe du bœuf de Kobe appliqué aux humains, quoi. C'est un petit peu ça, ouais. Si tu caresses ta cible longtemps en lui faisant écouter de la country, elle aura peut-être un meilleur goût. Ouais, c'est plus musique, plus rap dans le coin quand même. À noter aussi que dans les règles du salon, j'ai tendance à demander aux gens de pas prendre de drogue avant, trucs comme ça. Ouais. Du coup, lui n'a pas de résonance particulière. Ok. Et donc une fois que ça s'est fait, j'imagine que je vais essayer de trouver mon oncle pour voir si il a pas des infos aussi de son côté, Tu peux lui rendre visite à son domicile. sachant qu'il doit être affairé un minimum à cette heure-ci. Mais... En début de soirée, comme ça, lui finit sa journée en quelque sorte. Oui. Alors, on va passer à quelqu'un d'autre. On va tourner notre regard vers Ida. Ouais. La nuit suivante, du coup, quand Ida reprend ses esprits avec les dernières lueurs du jour, elle entend distinctement des pleurs, étouffés par la porte fermée de sa chambre. Alors, elle se lève et elle se dirige vers sa chambre en enfilant un déshabillé. Enfin, vers la porte de sa chambre, pardon. Les rideaux sont fermés, toujours ces gros rideaux capiteux et en velours. Oui, qui double en plus des rideaux mécaniques. Oui, c'est ça. Et elle entrouvre la porte pour voir qui pleure derrière la porte. Maria, la nourrice et maintenant femme de chambre d'Ida, se trouve recroquevillée au sol, à côté de la porte. Mais quand elle voit celle-ci s'ouvrir, elle essuie rapidement d'un revers de la manche ses larmes et se relève en hâte. Maria, mais qu'est-ce que se passe-t-il? Excusez-moi, mademoiselle, ce derrière, ça va passer. Non, mais je vous en prie, enfin, on se connaît, qu'est-ce qui se passe? Elle se raccroche au bras d'Ida, se penchant contre elle, l'air un petit peu ébranlé quand même. C'est rien, c'est juste que tout ce qui vous arrive, c'est compliqué pour moi aussi. Je suis venu un petit peu trop tôt et quand je suis rentré dans votre chambre, je vous ai vu comme ça, allongé sur votre lit et vous étiez morte, mademoiselle, et c'est tellement bizarre toute cette histoire. Vous ne respiriez plus, vous n'étiez pas... Enfin, vous n'étiez pas vivante et pourtant maintenant, je vous vois bien, vous êtes en face de moi, vous êtes là, vous êtes debout à mes côtés, mais je ne comprends pas ces histoires. Je sais bien que vous avez essayé de me rassurer, de m'expliquer, mais c'est beaucoup, mademoiselle. Maria, je comprends tout à fait votre questionnement. Euh, Sachez que moi-même, je me le suis posé hein, pour pouvoir essayer de comprendre dans quelle situation nous sommes. Mais vous voyez, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Je suis là. Nous avons toujours cette belle maison. Il n'y a aucun souci de santé particulier. Non, ne vous faites pas de peine. En tout cas, si jamais il y a le moindre problème, toujours vers vous que j'irai voir. T'essayes un peu comme ça de la rassurer. Tu vas me faire un jet de manipulation plus empathie. Ça te fait 5 dés. Un succès. Tu peux utiliser de la volonté si tu veux pour essayer de relancer jusqu'à 3 dés pour avoir plus de résultats. Ouais, on peut. Alors 2 succès. Ida essaye un petit peu de cajoler sa pauvre nourrice. Celle-ci la rassure, ça lui prend du temps. Heureusement qu'elle éprouve une grande affection et une grande confiance envers elle.
jamais il lui viendrait à l'esprit de faire ou dire quelque chose qui pourrait lui causer du tort. Malgré l'inquiétude qui semble encore assez marquée chez elle, elle ne dit rien de plus et vous pouvez passer à la suite de votre routine nocturne. Donc après, j'imagine qu'Ida se prépare, etc. Oui, On va passer au suivant du coup. Harold. Harold ouvre les yeux sur le noir complet. Il sait où il n'est pas inquiet, malgré l'exiguïté de l'endroit où il se trouve. Il rampe un peu pour retrouver l'emplacement exact de la sortie, puis ses mains naviguent sur les plaques au-dessus de lui jusqu'à trouver la bonne. Il pousse, et le voilà rapidement sorti du sol de son bureau. La lumière est éteinte, son ordinateur aussi. Il replace la plaque amovible pour rendre le passage à nouveau invisible. Le bâtiment est assez calme, mais on entend encore des voix un peu plus loin. Quand il lui fera signe, James viendra faire son rapport sur la journée et prendra les consignes pour le lendemain. Tout le monde a l'habitude d'arriver à son poste le matin avec un message provenant de Harold, avec une liste de choses à faire, peut-être même un morceau de programme sur lequel il a travaillé lui-même pendant la nuit. Alors forcément, les gens se posent un peu des questions, mais diverses excuses ont pu être avancées sur ce décalage, sur le fait que peut-être aussi ça t'arrivait de travailler à distance, de rencontrer des investisseurs le jour ou ce genre de choses. En tout cas, c'est acquis dans l'entreprise que la journée, c'est James le patron et que toi, tu es un petit peu le chef de l'ombre. Eh bien, mon premier réflexe, c'est d'allumer mon ordinateur déjà, d'y regarder tous les mails qu'on m'a envoyés, de prendre connaissance de ces mails-là et puis de envoyer un message sur le pager de James pour que il me rejoigne et vienne faire son rapport aussi vite qu'il peut. James ne tarde pas à te rejoindre. Lui, du coup, il veille souvent jusqu'à ton réveil à toi afin de pouvoir faire la transition nocturne avant de pouvoir enfin retourner chez lui et vaquer à ses occupations. James, pour rappel, effectivement, c'est ton associé, probablement ton meilleur ami. C'est également personne avec qui tu as fait l'armée et tu as fait ton temps au Vietnam à ses côtés dans le service des communications. C'est un Afro-Américain un peu trapu, qui est à peu près de ton âge du coup, donc il a la quarantaine. Il rentre dans le bureau et il voit que tu es déjà installé au travail et il vient s'installer en face avec une pile de dossiers sur lesquels on peut voir aussi plusieurs disquettes. On a pas mal avancé sur le contrat avec les Hongkongais. Je pense que ça devrait pouvoir passer. Par contre, ils aimeraient bien quand même qu'on leur fournisse un modèle pour montrer l'efficacité de notre système de sécurité. Et je sais pas ce que tu en penses. C'est peut-être un peu risqué. Oui, je pense que si on veut éviter un quelconque plagiat, qu'on leur fasse une présentation, soit de loin, soit que tu t'y rendes, mais pas qu'on leur envoie une maquette du logiciel, c'est le meilleur moyen, pour que notre logiciel soit copié et qu'on perde l'exclusivité de nos trouvailles. Non, je suis pas très emballé là par leur envoyer notre logiciel comme ça, alors qu'en plus rien n'est signé, quoi. C'est ce que je me disais aussi. Peut-être leur montrer ce qu'on a fait chez quelqu'un d'autre alors, hein. Oui, ça me paraît être une bonne idée et puis il faut surtout leur faire signer, un contrat de confidentialité, sur ce qu'ils voient et sur ce qu'on leur donnera accès en partie. Même si on leur donnera pas accès à tout, on peut leur laisser la main sur quelques petits morceaux du programme, mais il faut absolument leur faire signer un contrat de confidentialité et comme ça, s'il y a un moindre souci, qu'il y a une fuite ou qu'ils se servent de ce qu'on a, on pourra les attaquer en justice si besoin. T'as tout à fait raison. Je me charge de ça, je parlerai avec l'équipe légale demain pour tout ça. Sinon, on a un client potentiel, apparemment c'est quelqu'un d'une banque de Chicago qui aimerait te rencontrer du coup pour parler de la situation. Apparemment c'est un dossier assez sensible. Ils n'avaient pas envie d'en parler comme ça au téléphone et ils préféraient rencontrer directement le patron pour pouvoir garder la confidence la plus totale à ce sujet. Donc si tu le souhaites, je peux peut-être organiser ça. Je pense que c'est jouable, je peux faire en sorte, de paraître, normal, mais il va falloir absolument que ça soit, en fin de journée, une fois que le soleil se soit couché, forcément. Donc, il faut, trouver une excuse.
Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais leur proposer que ça se fasse autour d'un dîner. Ce sera peut-être le plus simple. Oui, on peut essayer de partir là-dessus, même si je ne pourrai pas consommer, mais on parlera. Je ferai ce qu'il faut pour détourner l'attention et pas avoir besoin de manger et de parler qu'au travail. T'es sûr que ça va aller On fera en sorte. Un gros contrat de Chicago sur une affaire sensible, je crois qu'on peut pas faire l'impasse dessus si on veut vraiment lancer notre société. Très bien. Je te redirai ça. Je te laisse le reste. C'est la suite. Billy a avancé du coup sur le programme d'encryption. Je pense que tu voudras y jeter un œil. C'est sur la disquette là. Il te montre 2-3 autres trucs que tu devras regarder avant du coup de te saluer pour la nuit et lui de retourner à sa vie de mortel. Eh ben, je le remercie et puis je lui souhaite une bonne nuit et puis, comme, habituellement, il aura quelques mails demain matin, parce que je vais jeter un coup d'œil sur ce que Billy a fait et s'il y a des modifications à faire, je lui enverrai. Du coup, tu veux vérifier la qualité du travail qui a été fait. Oui, je veux jeter un coup d'œil quand même, oui. Alors, tu vas me faire un jet d'intelligence plus informatique plus sécurité, du coup, ta spécialité. Normalement, je crois que ça te fait 9 dés. 2 succès, c'est pas terrible par contre. Ah, je viens de me réveiller. Tu peux, si tu veux, utiliser un point de volonté pour relancer jusqu'à 3 dés. Sachant que les points de volonté, vous en récupérez chaque début de nuit autant que vous avez dans votre meilleur attribut entre résolution et sang-froid. En l'occurrence, toi, tu récupères 3 points de volonté par nuit. Oui, bah, oui, oui, je vais en relancer un, Alors, 4 succès, c'est mieux. tu étudies le programme qui a été mis sur la disquette. T'arrives à déceler quelques petits problèmes de mise en forme dans le codage, quelques petits trucs qui peuvent être optimisés, t'en profites pour retoucher et ça te prend pas très longtemps avant de pouvoir rebasculer la disquette dans une bannette que tu vas poser sur le bureau de Billy justement. Le temps de gérer un peu toutes tes affaires en mettant probablement un peu de côté parce que tu as prévu d'autres activités pour cette nuit. Au bout de 2-3 heures, t'es libre de vaquer à ta double vie. Est-ce que dans le dossier de la banque de Chicago, il y a des noms qui apparaissent dans ce qu'il m'a laissé, James? Alors du coup, il y a pas encore le dossier. C'est quelque chose qui est encore Il y a un pas peu le en dossier. suspens, justement, parce qu'apparemment, ils ont l'air de vouloir garder un peu l'anonymat et le secret sur cette histoire. Et tu te doutes que s'il y a un dossier qui est signé, il sera un peu top secret. Et tant que vous serez pas mis d'accord sur le contrat, t'auras rien d'écrit de leur part. Aucune preuve, rien qui puisse prouver que ils t'ont contacté, etc. D'accord. Alors, on va passer à Benjamin. Où est-ce que Benjamin passe la nuit dans son théâtre? Comment il organise son refuge pour être justement à l'abri du soleil pendant le jour et qu'on ne puisse pas le trouver, etc. Qu'il soit pas en péril. Bah, il a un appartement, en haut du théâtre, tout simplement, qui est séparé. D'accord. Je pense qu'il a fait en sorte de changer, la porte avec un gros truc blindé. C'est le vieux truc, une grosse porte métallique, quoi. Bah, je pense que, il a des volets, tu sais, c'est des bâtiments un petit peu, avec, les vieux volets en fer que tu fais tourner. Comme c'est relativement récent, qu'il a pas eu trop de déconvenues, bah, il est dans un lit classique, quoi, tout simplement. Est-ce qu'il a une routine particulière au réveil? Je pense qu'il regarde la télé. Donc les informations peut-être Non, 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 ça a surtout des programmes artistiques. D'accord. Je sais pas si ça se fait déjà à cette époque-là, mais des one man show, Je pense que des trucs humoristiques comme ça, doit y avoir. C'est voilà. plus, c'est un peu plus tard dans la soirée en général, ce genre de choses. Par contre. Ah, il y a des magnétoscopes déjà, non, à cette époque? Oui, oui, il y a des magnétoscopes, oui. Donc par contre, effectivement, s'il a des enregistrements, il peut les regarder, oui. Tu sais, genre l'équivalent du Late Late Show, tu vois? C'est vraiment pour s'inspirer éventuellement, des dernières stars, tu vois? Très bien. Qui font des sketchs et tout machin et puis ça le met en mood parce que je pense que c'est quelqu'un qui a un peu de mal au réveil et du coup ça le lui permet de vraiment se détendre, quoi. Très bien. Une fois tout ça fait, il a rendez-vous dans son théâtre pour sa leçon du soir. Ouais. Ses élèves arrivent peu à peu, tout le monde bavarde dans une bonne ambiance. Certains qui viennent s'entretenir directement avec Benjamin en attendant que le cours commence. Finalement, il est l'heure et les retardataires finissent de se changer rapidement dans la salle. Sur quoi portera le cours ce soir Sur, la lecture de l'autre, la lecture des partenaires.
Par exemple, quelqu'un qui serait pas à l'aise, pouvoir découvrir, de quoi a besoin son partenaire lors d'une scène, tu vois? Très bien, La psychologie en face. très bien. Je suppose que Benjamin compte se nourrir. Oui, Il y a effectivement certains de ses élèves dans ce groupe-là. Il y en a une justement qui fait partie de ce qu'on appelle son troupeau, c'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui il a déjà pu parler assez souvent et sur qui il a déjà pu se nourrir et qui lui fait suffisamment confiance pour qu'il puisse s'approcher et la mordre sans que elle cherche à l'en empêcher et qui du coup pose pas un problème majeur pour se nourrir. oui, c'est la tactique, un peu classique de, il la fait se sentir spéciale. Il lui dit, «Ah, je vais t'apprendre 2-3 trucs» et cetera. Ouais, vraiment le prédateur qui se foule pas trop, mais que ça marche parce qu'il est en disposition, extraordinaire. Avant qu'on en vienne à ça, parce que ça je pense qu'il le fait à la fin des cours, il lui dit de rester, il la prend à part. Est-ce que Benjamin évoque la question des disparitions Est-ce qu'il parle aux élèves de tout ça ou est-ce que il cloisonne un petit peu Il en parle à la fin du cours parce que, tout le monde a l'habitude de commencer, assez rapidement, tout le monde est venu vraiment après une journée de travail et donc du coup, ils ont vite envie de se détendre, vite envie de faire, d'apprendre de nouvelles choses et à la fin du cours, en fait, comme il a été le centre de l'attention pendant, 1 à 2 heures, ben, ils sont beaucoup plus ouverts à lui qu'au début où ils sont encore dans leur journée, de travail et sous le prétexte de, j'ai entendu dire que, il y a eu des disparitions dernièrement, j'espère que tout le monde fait attention, j'espère que quelqu'un ne nous a pas suivis, auquel cas, ce que vous pouvez faire, c'est, éventuellement, comment dire? Envoyer un message sur pager pour dire que vous êtes rentrés. Comme ça, moi j'appelle s'il y a un problème. Tu vois? Vraiment il se met en position de, celui qui veille sur ses ouailles quoi, tu vois? Ils acquiescent, ils ont l'air d'apprécier le geste et l'attitude plutôt concernée de Benjamin, mais il n'y a pas de réaction particulière, il y a personne qui s'exclame de quoi que ce soit. Par contre, alors que tout le monde est déjà en train de sortir, il y a une des élèves qui s'appelle, Monique, qui s'approche et qui dit, je sais pas si c'est vraiment lié, mais oui, moi j'ai mon arrière-grand-mère, qui a disparu, mais Vraiment? oui, elle était en maison de soins, mais elle avait Alzheimer, en fait. Bon, moi j'étais pas très proche d'elle, mais c'est vrai que, dans ma famille ça en a un peu parlé, ces derniers jours. Moi je l'ai toujours connue un peu zinzin, donc forcément c'est pas vraiment le genre de personne avec qui on peut tisser des liens. Mais ouais, ça inquiète un peu tout le monde parce que, du coup, elle était en maison de soins et apparemment elle a réussi à sortir sans que personne la remarque, comme elle a plus toute sa tête, on sait pas trop ce qui a pu lui arriver après. On a essayé de chercher un petit peu, aux endroits où elle aurait pu, se rendre, mais on n'a pas eu de nouvelles. C'est quel établissement? C'est loin d'ici? C'est pour savoir si, le quartier, est sûr ou, si quelqu'un du cours habite dans un quartier, non loin? C'est pas très loin, c'est, hem, pas loin, du cimetière de Waldheim. C'est un petit cimetière, en sale état. Je trouve qu'il est sinistre cet endroit. Il y a 2 églises qui sont presque face à face, là-bas aussi, je crois qu'il y en a, c'est des témoins de Jéhovah ou un truc comme ça. En tout cas, c'est dans ce coin-là, sur Lincoln Street. En roleplay, du coup, ça me donne quoi comme info? C'est un quartier du centre de Gary. Le cimetière te dit rien de particulier. Je vais regarder dans la liste des élèves, hein, car j'ai leur adresse, s'il y en a quelqu'un qui sont pas loin, qu'il faudrait faire attention. Vous pensez pas que c'est, simplement, une fuite due à Alzheimer, qu'elle saurait pas où elle se trouve? Bah si, c'est pour ça que j'ai rien dit tout à l'heure. Je voulais pas non plus me plaindre devant tout le monde. Alors vous parliez de tout ça, mais voilà, comme vous aviez l'air concerné, je m'étais dit que vous voudriez peut-être le savoir, parce que forcément, moi, ça m'inquiète un peu aussi et il est possible que je puisse pas venir les prochains jours si ils organisent des recherches. Mais je pourrais vous intégrer dans les autres cours, pour que vous puissiez rattraper votre retard, Monique. Il y a aucun problème et je ne prendrai rien en plus, au niveau des forfaits. Ah, c'est vraiment gentil. Merci Benjamin. Grâce à vous, bah, je pourrais éventuellement prévenir, s'il y a des soucis. Je préfère prévenir trop que pas assez, je dois dire. Vous avez eu raison. Du coup, elle s'excuse encore de t'avoir un peu accaparé et il reste plus qu'une personne.
la personne du troupeau de Benjamin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur elle? Est-ce que tu veux préciser des détails sur cette personne? Comment elle s'appelle? Qui elle est? Je pense qu'elle s'appelle Sarah. C'est une jeune femme, 20 ans, qui a tout approuvé, qui veut être exceptionnelle alors qu'en fait elle est plutôt classique, mais sous couvert de j'ai noté une petite facilité et un talent à découvrir la psychologie de l'autre. Je pense que je peux vous apprendre 2-3 trucs de plus. Et puis voilà, enfin, tu vois, D'accord, donc ce genre de c'est choses. quelqu'un donc qui est un petit peu médiocre, mais qui du coup se laisse facilement impressionner par Benjamin et les conseils qu'il lui promet et ce genre de choses. Bah, elle veut être exceptionnelle, alors que Benjamin ne voit pas d'énorme talent en elle, quoi. Voilà. Mais du coup, ça la rend peut-être plus manipulable. C'est ça. Comment s'y prend Benjamin exactement? Et ben, comment dire? Il fait plusieurs manières. Il lui explique des vrais conseils, tout d'abord. Ensuite, il lui met les conseils en perspective dans plusieurs rôles. Par exemple, un rôle où les gens sont distants. Tu vois, il imite quelqu'un derrière un bureau qui parle à une collègue. Ensuite, il fait la même chose quand elle doit jouer avec un personnage, avec un homme qui doit jouer son amant, par exemple. Donc du coup, il commence à lui prendre les mains. Tu vois, il dit, bah, par exemple, si vous dansez ensemble, par exemple, lors de la danse, bah, il faut, savoir lire les intentions de l'acteur avec qui on joue pour comprendre, quel sentiment à mettre dans la danse et du coup, il passe derrière elle, il la tient un peu de manière sensuelle et évidemment, il finit par, planter ses crocs dans son cou. Sarah boit ses paroles, suit ses conseils, se laisse manipuler presque comme une poupée. Et lorsque Benjamin termine son approche et vient la mordre, elle est aussi surprise qu'on peut l'être. Cependant, la surprise se remplace très vite par une impression de plaisir. Et alors qu'il la relâche après avoir pris seulement le sang qu'il lui fallait pour retrouver une faim qui soit facile à gérer, elle a l'air un peu groggy et il l'accompagne avec quelques mots d'encouragement vers la sortie du théâtre.